Les boutiques Poche, Apolli et Isney vous présentent votre émission telle quelle. Alors Miguel, tu es producteur et fondateur du premier label antillais spécialisé dans le reggae dancehall. Nous sommes les premiers étonnés du succès. Parce que quand on va en promotion dans les radios, on nous dit faites un album carrément que dancehall, il n'y a pas de zouk. Vous allez où avec ça, quoi, en fait, quoi. Notre premier salaire quand on fait un spectacle, et le plus important, c'est de voir le sourire des gens. Entre confidence et écoute bienveillante, levons le voile sur un invité d'exception. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler en toute intimité. Mesdames et messieurs, bienvenue chez Tel Quel. Merci de votre fidélité à ce programme. Ce soir, il s'agit du dernier numéro de la saison 2, donc émission spéciale. C'est le premier numéro hors série de Tel Quel. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un homme, et pas n'importe lequel. Si je vous dis Sahel, Daddy Clean, Roughneck ou encore Admiralty, je suppose que cela vous évoque un certain nombre de souvenirs. Et mon invité y est certainement pour quelque chose. Miguel Elizabeth, plus connu sous le nom de Don Miguel. Bonsoir et bienvenue chez Tel Quel. Bonsoir, merci pour cette invitation dans Tel Quel. Grand plaisir de me répondre à ces questions et être présent dans les foyers sur le digital. Merci beaucoup. Alors Miguel, pour ceux qui te connaissent, on sait que tu chéris beaucoup plus l'ombre discrète que la lumière. Donc je te remercie d'avoir accepté de te prêter au jeu de l'interview intimiste. Alors Miguel, tu es producteur et fondateur du premier label antillais spécialisé dans le reggae dancehall. J'ai nommé l'emblématique Dance Music, qui fêtera l'année prochaine ses 30 ans. Ce n'est pas rien. On va revenir un peu sur ce parcours très riche. Mais avant tout, alors comme tu es un peu novice dans le concept, est-ce que tu sais par quoi on débute cette émission en général ? Si je me réfère au brief, à un objet mystère, c'est ça ? C'est ça, objet mystère. Tu peux nous le montrer ? Voilà. Et puis nous expliquer, j'ai l'impression qu'il y a un petit lien avec Star Wars. Je n'y connais absolument rien. C'est le Mandalorian. This is the way. On va l'asseoir, hein. Est-ce que tu vas réussir à l'asseoir ? On va l'allonger carrément. En fait, pourquoi ? Parce que moi, j'aime beaucoup les univers un peu dystopiques, l'univers science-fiction, etc. Et bien sûr, l'univers Star Wars. Ouais. Et depuis mon plus jeune âge, je regardais forcément les épisodes de Star Wars. Ça te fascinait, la guerre des étoiles ? Forcément, j'ai toujours aimé, un peu la science-fiction, tout ça, en fait. Cet univers... Et pour moi, en fait, jusqu'à maintenant, en fait, ces séries ou ces films me permettent de m'évader. Et c'est toujours cette bataille entre le bien et le mal, etc. La République qui oppresse, c'est pas trop changé dans notre monde réel, qui oppresse les plus faibles, etc. Et les plus faibles, parce qu'ils sont guidés par la voie du bien, arrivent à triompher. Bon, très bien. Donc c'est Mandalorian, c'est ça ? Mandalorian. Voilà. Du coup, Miguel, il n'y a pas que le monde, l'univers de Star Wars qui te fascine, mais à l'époque, plus jeune, visiblement, les pochettes d'albums te fascinaient déjà. Il paraît que tu passais ton temps à décortiquer les pochettes d'albums, compositions, etc. Qu'est-ce que tu cherchais derrière les pochettes d'albums ? Enfin, j'ai toujours été interpellé par la musique, déjà par mes parents. Mon père écoutait un peu de jazz, voilà, etc. Je me souviens encore des albums, Jimmy Smith, etc. Ma mère, enfin, un peu de tout. Aussi bien, ça pouvait être les Aiglons, que ça pouvait être la Perfecta, que c'était aussi également des groupes haïtiens comme Chleu, comme... Skacha Number One. Skacha Number One, plus, c'est comme également du Bob Marley et j'en passe. Et j'étais toujours, en fait, forcément, il y a toujours le visuel, donc ce qu'on appelle l'art rock, le visuel du vinyle. C'était ça à l'époque, et également dans quel studio, qui a joué à la basse, qui a joué à la guitare, etc. Mais majoritairement, les gens en fait s'intéressaient à qui étaient les musiciens, et parce que chaque musicien était quand même des virtuoses, et on achetait parfois la musique parce qu'il y avait tel musicien, aussi quel studio, qui a pris la photo, etc. Donc j'ai toujours été interpellé par cela, toujours aussi aimé écouter les radios aussi bien locales qu'international, comme Sainte-Lucie en général.
on était quand même, je suis pas d'hier, hein, c'était des radios, c'était avant l'élection de François Mitterrand. Et forcément, quand j'étais jeune, en fait, en gros, les radios qu'on écoutait, c'était des radios saint-luciennes. Ouais. Mais RCI était basé à Sainte-Lucie, etc. Et j'écoutais toutes ces musiques qui venaient d'un peu de partout. Et ça m'a un peu formé. Ouais. Tenté, enfin, Oui, parce qu'ils aimaient parler beaucoup hein, dans les radios sainte-luciennes. Là, les gars parlaient toujours sur la musique, ils animaient tout le temps. Mais je pense que c'est ce qui nous correspond le plus. Hein. Ils ont ramené un modèle dans les Action FM de radio, genre top 40, format top 40, comme Fun Radio. Mais ce qui nous parle le plus, c'est les radios caribéennes. Hein. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de gens qui écoutent les radios de ce type. Aussi bien à Dominique qu'à Sainte-Lucie, parce qu'elle nous parle, en fait. C'est ça. En parlant de ça, toi, tu as lancé une radio. Rapidement, donc Rockers Island également, qui est plutôt, non, soca, reggae dancehall, me semble-t-il. Elle est un peu, voilà, elle est un peu tropicale, je dirais, en fait, entre les deux tropiques du cancer du Capricorne. Donc, vraiment, toutes les musiques qui sont diffusées, hein, en Amérique du Sud, Amérique centrale, en Afrique et dans la Caraïbe. Et on diffuse ces musiques-là, s'appelle Rockers Island. Parce que j'aime ce qui est un peu Lovers Rock, etc. Et on a une super audience, enfin, pour une web radio, on doit faire 500 000 auditeurs mois. Et majoritairement, je sais pas pourquoi, au Brésil. Donc, voilà. Ah bah c'est pas mal, dis donc. Oui. On tient peut-être un truc, on va creuser un peu. Alors j'aimerais qu'on parle de tes prémices, de tes débuts dans la musique, en tout cas le lien avec la musique. Donc on sait que tu es producteur aujourd'hui, avant tu as été artiste, chanteur, mais il paraît que tu as été aussi DJ. Mais oui, exactement, j'étais DJ parce que... Tu étais le Natoxy de l'époque ou... Ah, non, j'avais pas cette prétention, mais globalement, en fait, en gros, il y avait Jean-Luc Guanel, avait une sono avec des potes à lui, Pierre-Louis, Rico, Thierry Palud, etc., qui s'appelle la Sono Club. C'était des DJ, un collectif de DJ très connu, que peut-être que ta grand-mère a connu. Certainement. Très connu. Après, derrière, son petit frère également montait une sono et on allait animer les anniversaires, les monums quand c'était la période. Et Qu'est-ce que tu aimais mixer à l'époque? Quel style? Tu mixais de tout? Je mixe... alors, il y a deux séquences. La séquence forcément... un peu cassave avec tous les zouk qui étaient à 101, 103 BPM et également forcément le dancehall. Dancehall que je commençais à vraiment m'intéresser à cette musique parce que je l'écoutais aussi dans les radios dites libres et il y avait des sessions particulières avec des DJ ou des artistes comme MC, Yannick et c'était un moment que j'affectionnais énormément et forcément à un moment je prenais le micro et je faisais un peu des reprises de Yannick, en fait, je chantais sur les phases B, etc. Super. Ben justement, j'aimerais qu'on parle des personnes qui ont marqué, en tout cas, ton rapport à la musique, qui t'ont marqué même dans ta vie. Et j'aimerais qu'on commence par Daddy Harry. Alors, Daddy Harry, en fait, c'est sûr que c'est certain, je l'ai connu parce que, à l'époque, c'est les années 90. Donc, ma compagne de l'époque, c'était Frédéric Aratus, qui avait gagné, qui chantait dans les studios, mais qui n'a pas encore enregistré d'album, qui a gagné le concours JM Harmonie de l'époque, et qui, parallèlement, chantait dans un groupe de Ladinon qui s'appelait Corail, dont les leaders étaient Patrice Guanel et Hugo Mondésir. Et j'ai croisé Daddy Harry, qui aussi avait une émission reggae sur une radio RBR, pour ne pas la citer. Et il avait une collection immense, quoi. Et vous avez eu un coup de cœur. Exactement, parce qu'en gros, il m'a fait découvrir tous les styles, toutes les variantes du reggae, passant par le reggae, le lovers rock, le dancehall, etc. Il m'a appris également à faire les enchaînements dans les mix sur les cassettes qu'on enregistrait à l'époque. Et ça m'a donné une grande connaissance de cette musique. Et puis, de fil en aiguille, on a se retrouvé sur un album, etc. Et vous êtes surtout retrouvé sur l'automatique. Ouais, l'automatique, exactement. L'automatique, oui. L'automatique, en fait... C'est quoi l'histoire de ce morceau? Comment vous êtes retrouvé? En plus, c'est toi qui l'as écrit. Oui, carrément. Paraît-il. Mais alors, c'est tout un enchaînement. En fait, en gros, voilà. Donc, Frédéric gagne le concours. Elle a deux titres un peu dancehall sur son album. Yannick, à la base, a fait le titre C'est les vacances, qui était interprété à la base par Yannick MC. Mais comme il est à Paris, au fait, il est remplacé par le producteur de l'époque, par Harry, qui consent après de longues négociations, mais en faisant sa version. Je fais l'intro du titre. La chanson, elle sort au mois d'octobre. Elle s'appelle C'est les vacances. Elle fait un carton. Un carton. En octobre, hein, c'est les vacances. Ouais, voilà, non. C'est les vacances de Toussaint à venir, peut-être.
Et elle fait un carton, et après, derrière, un spectacle, justement, Grand Carbet avec Daddy Yod, qui avait justement un album qui avait une grande notoriété, c'est l'artiste dancehall franco-créolophone de l'époque. Et Harry Frédéric Capas, ça fait un carton, et après, on en parle au producteur, qui est d'accord pour qu'on sorte un album avec Daddy Harry, Don Miguel. Moi, j'étais juste apprenti, hein, jeune apprenti. Et j'avais cette chanson, l'Automatique, qui est un peu inspirée d'un titre de Captain Barkley qui a fait une autre variante. Okay. Et donc je sors cette chanson, et puis nous sommes les premiers étonnés du succès. Parce que quand on va en promotion dans les radios, on nous dit faites un album carrément que dancehall, il n'y a pas de zouk. Vous allez où avec ça, quoi, en fait, quoi. Et on a cette chance, en fait, il y a un char du carnaval, du CRMAX, du Mo Club Mo de Maurice Loga de l'époque, du char du carnaval, et pendant tout le carnaval, on est sur ce char à chanter les titres, et voilà, et ça commence, et puis on commence à voyager un peu. Et tout part de là. Tout part de là. Mais tout en sachant qu'à cette époque, je suis au service militaire, donc je peux sortir que les week-ends. Tu fais des chapes, comme on dit. Ouais, j'en ai quand même organisé. Chape autorisée, bien sûr. Ou pas. Je me suis fait parfois remplacer à la garde, voilà quoi. D'accord, ouais. Très bien. J'aimerais qu'on parle d'un autre personnage qui t'a beaucoup fasciné, qui te fascine encore, en tout cas que tu admires, et dont je suis personnellement hyper fan. Il s'agit de MC Yannick. Ah, le MC beaucoup. Forcément, Yannick, il est très inspirant. Clairement, à l'époque, il avait un style particulier, un style, on va dire, un peu de bubbling, en fait, comme il était, on dira, en technique, assis sur le rythme. Et puis avec des paroles assez pertinentes, donc j'ai toujours aimé ses textes. Hein. Il a des textes qui rappellent un peu parfois le terroir. Il avait un truc qui s'appelait Kadri Rastafari, il avait pas mal de tournures qui plaisaient. Et c'est vrai qu'il avait aussi, dans les années 80, une chanson qui s'appelait, où il allait en virée avec un pote qui s'appelle Donald Fred. Et je ne sais même pas si c'est pas ça qui m'a inspiré pour que je m'appelle Don Miguel. Bon, il y a aussi les Jamaïcains qui avaient beaucoup de Don dans leurs chansons, ouais. Les Jamal, etc. Mais je pense qu'aussi que Yannick y est pour quelque chose. Et jusqu'à maintenant, on se croise, on a, je pense, un respect mutuel l'un pour l'autre. Et c'est toujours un artiste que je trouvais impressionnant. Et quand Yannick, par exemple, à l'époque, il passait en émission avec Pat Po et Shakima Sunshine Mix, le monde s'arrêtait, quoi. Mais jusqu'à maintenant, je suis quand même content, en fait, que... Moi, je l'appelle le MC Duracell, qu'il ait pu durer autant. Et je l'encourage à persévérer. Alors, on va parler, donc, le label est lancé en 94. Ouais. Tu sors donc ta première production Dancehall Party. Et là, ça va être l'explosion grâce notamment au tube Vanessa. Donc, le feat avec Lord Co-City et Fabien. Donc, je pense que tout le monde s'en rappelle. Hein, jusqu'aujourd'hui, tout le monde le fredonne encore. Ça a été vraiment un méga hit qui est resté dans le top des hit parades pendant des semaines et des semaines. Est-ce que vous l'aviez senti venir, ce succès, avec le titre Vanessa? Alors, Fabien a toujours été persuadé, au fait, dès le départ, que cette chanson-là allait marquer son époque. Et même aller un peu plus loin. Mais en fait, avant d'arriver à Dancehall Party, il y a quand même un apprentissage. L'apprentissage, il est simple. Hein. C'est que j'ai eu la chance de réaliser une compilation qui s'appelait Martinique Dancehall, dans laquelle il y avait ABM avec sa chanson Marco, la chanson de Clash avec Fabien. C'était l'explosion du dancehall, parce qu'également il y avait une émission télé qui s'appelait Ragazine, et qui a permis à toute une scène, au fait, d'être connue par le plus grand nombre, parce que la télé en général, vous avez 50 000, 100 000 téléspectateurs. Parfois, c'est les plus grandes scènes, en fait. Hein, et on est arrivé justement à Dancehall Party. Dancehall Party également, il y a un double cheminement. On avait un sound system qu'on avait monté à l'époque avec Daddy Harry, qui s'appelait Acetone Sound System. Donc il avait récupéré un fourgon que son père avait, donc lequel on acheté, et donc on arpentait avec toute la clique, hein, avec Co-City, etc. Certaines plages de Martinique, on faisait des sound systems sur la plage, avec DJ Jackson aussi, hein, donc on faisait des sound systems sur la plage, aussi bien au Vauclin qu'aux Anses d'Arlay, toutes les plages. Ça cartonnait. Ça cartonnait, et tous les artistes, en fait, sur Dancehall Party, comme Colonel Ruben, Pat, et avec les LM les artistes, se sont fait majoritairement connaître du public martiniquais via ces scènes. On avait des dubplays, des sound systems, et voilà. Et le projet est sorti, Dancehall Party, qui reprenait justement toutes ces chansons, et d'autres, hein, avec des nouveaux venus comme Daddy Plin,
Dr Charlie, Popateki, Admiral Lady, ça nous Baby replonge dans une époque incroyable. Exactement. Même quand tu parles du titre Elle aime les artistes, c'est vrai que c'est des souvenirs qui remontent instantanément, de très beaux souvenirs. Après cette compilation de Soul Party, je vais rentrer dans la production de développement d'artistes, donc notamment avec l'album Double Impact d'Adi Pline et Dr Charlie, avec la chanson de Pline qui est Gade Realitea, qui jusqu'à aujourd'hui reste malheureusement d'actualité. Oui, intemporel. Ouais, voilà, et je dis malheureusement, c'est par rapport aux problèmes sociaux qu'on peut connaître. Et heureusement, en termes artistiques, il a toujours eu le mot juste, le bon refrain Pline, jusqu'à maintenant. Et ensuite, on a enchaîné avec des collectifs, donc Roughneck. Roughneck, incroyable. Roughneck, à la base, ça devait être l'album Dancehall Party Volume 2. Et Roughneck, comme il y avait un titre Roughneck écrit par Koulou, Admiral Lady, on appelait le label Roughneck. Et le logo devait être le logo de mon label Danse Musique, qui devait s'appeler Wicked Tune, mais on a gardé le logo Roughneck, et ça correspondait parfaitement avec l'appellation Roughneck. En 96 aussi, c'est aussi changement aussi dans notre, dans le développement qu'on voulait amener, et le plus qu'on voulait amener. Parallèlement, il est aussi important de signaler qu'il y avait un studio qui s'était créé à Dillon, le Trinity Sound Studio, par Freedom, Levi et également Lévi. On avait une formation live, donc on avait les artistes... RMTG, c'est ça? RMTG. Donc il y avait les artistes qui venaient maqueter au studio Trinity Sound Studio à Dillon. Et également, on avait la puissance en live hyper puissant. Donc on a commencé à développer dès 1994. Et donc on avait vraiment une machine, en fait, une belle machine pour pouvoir développer cette musique. Et on a arrêté justement de faire des prestations en PBO dans les fêtes de communes ou les salles pour justement ce live qu'on a ramené un peu partout, aussi bien en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, qu'à Paname et j'en passe, quoi. C'est une très belle époque. Oui. Alors justement, on parlait de la production d'artistes. Tu en as produit, tu les as cités, hein, pas mal d'artistes, tu as fait émerger des talents. Ça te réussissait plutôt pas mal, beaucoup de succès, mais est-ce que tu as connu des flops? Des flops, il y en a... Est-ce que tu t'es déjà planté, Miguel? Déjà, enfin, se planter, c'est vraiment une belle leçon de vie. C'est-à-dire, déjà, moi, j'ai la chance de me planter en tant qu'artiste. La chance que j'ai pu avoir en tant que producteur, c'est d'avoir été artiste. Donc, en fait, je fais un album, j'étais sur un album en 92 qui a fait un carton. Donc voilà, tout le monde vous court après, les gens vous font la risette. Et l'année d'après, on a fait un album qui a flopé, qui n'a pas fonctionné. Et les mêmes personnes qui nous voyaient, qui nous souriaient, quand on les voyait, ils faisaient comme ça, ils ne connaissaient pas. Donc c'était une leçon de vie, au fait. Et ça nous a permis après, derrière, de nous remettre en question et de faire des choses plus pertinentes par la suite. Donc le fait d'être parfois le succès peut conduire une certaine suffisance et l'insuccès permet de reposer les pieds sur terre et se dire, voilà, en fait, en gros, on est dans un monde où c'est très aléatoire, donc ça sert à rien de s'enflammer. C'est ça. Ouais. Alors, Miguel, tu es un homme de challenge, il faut le dire, qui ne cesse de se renouveler. Aujourd'hui, tu produis des humoristes. Donc, tu as produit la première tournée de Gilles Saint-Louis, GSL, celle de Bobby. Récemment, vous avez fait complet au Canada. Je pense à Rodman, également dernièrement en tournée. Tu as créé le concept Mad Goya. Oui. Comment tu as rebondi sur le secteur de l'humour? Comment t'es venue l'idée? Alors, l'humour, en fait, sur GSL, ça a été le premier challenge. GSL, d'abord, j'aimais bien ce qu'il faisait. Quand il faisait le looks, etc., je regardais ses vidéos et j'étais plié de rire. Ça me faisait... Et à un moment, je lui ai dit, si un jour tu as envie de faire un spectacle, je serai là. Et il m'a dit, à un moment, je suis prêt. J'ai dit, OK, d'accord. Il a fallu, donc, il travaillait déjà avec un chef-op qui s'appelle Christophe Martinet. Ensuite, pour que ça avance le projet, j'ai mis dans la boucle Ludovic Martelly, qui est le régisseur plateau, etc. Ces personnes sont très importantes justement dans le spectacle. Donc il y a le producteur qui va justement se dire, voilà, qui va marketer le projet, mais il faut aussi réaliser le spectacle, le créer, le mettre en forme. Donc on a formé une petite équipe et avec cela, on a pu justement lancer GSL. Il faut savoir que beaucoup de mes collègues à l'époque, quand j'ai dit que je faisais GSL, ils m'ont dit, mec, c'est quoi ce truc, quoi? Tu fais quoi là? T'es ouf? Oui. Et finalement, nous-mêmes, on était les premiers surpris. On partait de rien, en fait, hein, de voir que
son premier spectacle à Trium s'est rempli en 48 heures, le second en une semaine. Lui, il en voulait, il m'a dit Miguel, et la Guadeloupe. Je dis ok, on fera la Guadeloupe, et etc. Donc voilà, ça a été une belle aventure. Et aussi le Mad Goya, c'est aussi des idées communes entre GSL et également Christophe et Ludo. Donc ce sont toujours des idées communes. Donc après, mon but, c'est d'arriver à les modeler et les réaliser. Et donc, on a pu justement et trouver des partenaires également. C'est ça. Et pour monter ces tournées, donc il y a eu voilà, Mad Goya, et après, bien sûr, Bobby, Rodman, etc. En tout cas, on voit un producteur qui a l'air de s'épanouir à travers tous ces challenges. Qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien, Miguel? Ce sera ma dernière question avant l'ultime question. Ah, carrément. C'est l'avant-dernière, finalement. Moi, en fait, j'ai plusieurs mantras. Non, celui-là, challenge every day. Tous les jours est un challenge. On a besoin de testostérone, on a besoin d'émulation. Dépassement de soi. Dépassement de soi, exactement. Et c'est lié aussi à mes passions, hein, comme la pêche, comme également le vélo. Et ça, en fait, le vélo, grande passion chez Miguel, sachez-le. Hein. Oui, exactement. Tu en fais presque tous les jours? Ah, pas tous les jours. J'en fais. Ouais. Tu aurais aimé, hein, je pense. Je pense que oui. Si je suis sur une île et qu'on peut se déplacer qu'en vélo, ça me va. Donc, non, j'aime ça. Parce qu'en fait, en gros, voilà. Donc, on a justement une team qui s'appelle, on voit un big up, qui s'appelle la team VTT en toute détente. Il y a des gens qui roulent à chaque fois. On se tire à la bourre de temps en temps, mais il y a un très bon esprit. Et la pêche, c'est l'observation. C'est l'humilité et l'observation. Parce que parfois, on est là, on va apprendre à voir plus loin que le bout de son nez. Se dire, ah, il y a un vol d'oiseau là-bas, il y a un relmar, il n'est pas là, il y a un bateau là-bas, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a une chasse. Et aussi, voilà, on peut partir à la pêche et rien ramener. Rentrer bredouille. Et comme on dit, au pâté bas, poisson en rendez-vous. Donc en fait, il faut accepter le fait. Excellent, celle-là, je la garde. Je vais la ressortir un jour, c'est sûr. Ouais, mais il faut accepter cela. Donc j'aime bien c'est deux sports, parce que c'est la pêche sportive également, que j'aime bien en fait, que je pratique, que j'aime bien. Très bien. Eh bien, écoute, Miguel, on va passer à l'ultime question, si tu le veux bien. D'ores et déjà, merci pour ces partages. J'ai mon joker à côté, hein. Il n'y a pas de joker ici. Ok. Alors, tu vas suivre ton instinct et tu vas nous piocher... je ne suis pas tellement chanceux au jeu, quoi, mais bon, bref. Une petite question. Ah là là, j'ai hâte. J'espère que c'est l'une des questions que je voulais que tu pioches. Tu n'as pas l'air d'aimer ma question, Miguel. Si tu pouvais avoir un pouvoir magique, lequel voudrais-tu? Ah. Si tu avais le plaisir de pouvoir jouir d'un pouvoir magique, lequel voudrais-tu? Et pourquoi? Je te laisse le temps de la réflexion. Non, bien sûr, je peux y aller. Hein. Peut-être pouvoir semer le bonheur, parce que je dis que le bonheur n'est bonheur que quand il est partagé. Si tu es seul à être heureux, c'est pas possible d'être seul à être heureux. Mais j'aurais aimé que les gens soient, ça paraît un peu naïf peut-être, hein, mais j'aurais aimé que les gens soient heureux en fait. Parce que moi, je m'émerveille un peu de tout, hein, et un coucher de soleil, je trouve ça wow en fait quoi. Il y a des choses simples dans la vie, par exemple quand on fait du vélo et on a les champs de canne et on est en coucher du soleil, je trouve ça magnifique. Et après, arriver à partager le bonheur, parce que nous, on vend du divertissement. Notre premier salaire, quand on fait un spectacle, et le plus important, c'est de voir le sourire des gens. Donc, je vois les gens, en général, quand je fais un spectacle, je suis à l'entrée, et je suis aussi à la sortie. C'est vrai. Et je vois si les gens ont été ravis du spectacle. Et c'est le plus important pour moi. Écoute, Miguel, merci beaucoup. Tu ne regrettes pas d'avoir accepté mon invitation. On a passé un bon moment, et c'était très court, tu vois. Mais tu vois comment ça a dû être dur quand même pour me convaincre, mais en tout cas, c'est un bon moment. Ouais, je confirme que ça a été très difficile de t'en convaincre, mais merci beaucoup, Miguel. On a noté, on a rendez-vous pour les 30 ans du label Dance Music l'année prochaine en 2024. Donc là, je te mets la pression, on l'a dit devant la terre entière. On veut un rendez-vous, on veut célébrer ces 30 années d'existence. D'accord, mais laisse-moi cogiter tout cela et puis on va donner un bon rendez-vous. Laissez-moi caresser, passer main en moi si beau, c'est feeling à on veut sentir, baby. Yeah. Tout doucement bizarre, encore faut serrer moi plus fort, l'amour c'est ça qui est éternel. En nous tous les détails on serre, baby. Watch out. En le moment j'en échoué, combat tout en l'air, caille. Je me sais pas même mais pour trouver en faille. Pas de gars ouais boulet, en y
puis la grisaille. L'autre moi quand chercher ça qu'a fait en paille. Mais la plus belle toujours servée en bala paille. Ou t'es en moyenne et ou ni en bel style. Ou ça va être gentil et que non moi t'es rencaille. Les mots qu'à moi vous comprenez en moi tous les autres. Vanessa mi en belle mélodie pour ça moi chanter c'est ça m'a ressenti pour pas jamais doudou pas jamais oublier ça. Tout doucement bizarre ou encore faut que serrer moins plus fort. Les boutiques Poche, Apony et Isney vous ont présenté votre émission telle quelle.